Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu connais le personnage de Rengoku. C'est peut-être même un de tes personnages préférés, et peut-être même qu'une larme a coulé sur ta joue en découvrant son histoire. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un personnage qui t'a tant marqué? Pourquoi est-ce que c'est un personnage que t'aimes tant? Et comment c'est devenu un personnage si emblématique en si peu de temps, et surtout en sachant que son unique combat s'est soldé par une défaite. Et peut-être même une humiliation, mais ça c'est d'un point de vue bagarre pure. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble à ces questions. Et je te rassure, la réponse ça sera pas juste, il a réussi à garder tout le monde en vie, c'est pas une défaite. Parce que même si c'est vrai, c'est pas forcément le plus intéressant. Parce que c'est littéralement ce que dit Tanjiro dans son discours de fin, et ce discours, il visait surtout nous, public, pour un peu nous rassurer. Mais nous ce qu'on veut voir, nous ce qu'on veut savoir, c'est les petits détails qui font qu'inconsciemment, la défaite de Rengoku est la chose la plus belle qui lui soit arrivée. Et peut-être même l'accomplissement de toute sa vie. Pour rappel, on découvre le personnage de Rengoku à travers l'arc du train de l'infini, même s'il a déjà fait une intervention avant. Décapitons-les, lui et le démon! Ouais, c'était assez mal parti pour en faire un personnage apprécié du public. Mais, ce qui vient de se passer, c'est un détail important, et j'aimerais que tu t'en rappelles parce qu'on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc, dans cet arc du train de l'infini, Tanjiro et ses copains retrouvent Rengoku pour vaincre le démon qui sévit dans ce train. Bon, on comprend rapidement que c'est un bon vivant vu comment il se régale. Très rapidement, Tanjiro discute avec Rengoku au sujet de son père. Et même si Tanjiro va finir par le dire, on sent immédiatement que c'est un personnage positif et chaleureux, sans mauvais jeu de mots, vu juste à la façon dont il se régale et dont il répond à Tanjiro. Mais, force est de constater qu'il sait pas grand chose sur le père de Tanjiro. Et quand je dis pas grand chose, ça veut dire rien du tout. Mais bon, ça il le dit avec le sourire. Bon, de toute façon à ce stade, je me dis pas qu'il est là pour répondre aux questions. Je me dis que c'est le premier pilier qu'on va voir en action, donc il est là pour vaincre le démon. Parce qu'en plus, vu comment on t'a vendu les piliers tout au long de l'histoire, tu sais que c'est l'apogée des chasseurs de démons. Puis en plus de ça, c'est le pilier du feu, et s'il y a bien un truc que les animes m'ont appris, c'est que les personnages qui maîtrisent le feu sont super forts et super stylés. Bon, ça m'avait pas frappé à mon premier visionnage, mais c'est vrai que c'est pas très glorieux que le premier pilier qu'on voit en action se fait avoir dès le début par un démon dont personne ne se rappelle du nom. Mais en plus de ça, c'est le dernier à se réveiller de la technique. Après je le pardonne, parce que les deux démons qui fument juste avant ça, il le fait avec style et charisme. Mais arrêtons-nous une seconde sur son rêve, parce que je trouve que tout ce qui se passe autour de ce concept, autour de ce rêve, est vraiment bien maîtrisé et un peu plus subtil qu'il n'y paraît. Durant cette attaque, le démon fait voir le rêve le plus merveilleux possible à sa victime. Et ce que je trouve subtil et vraiment bien fait, c'est que l'ordre dans lequel on voit les rêves est pas du tout fait au hasard. Évidemment, Tanjiro, dans son rêve, retrouve sa famille comme s'il ne s'était jamais rien passé. Et j'avoue que j'ai été un peu ému, parce que c'est là que tu comprends réellement que Tanjiro, tenir un sabre, être pourfendeur de démons, il a vraiment jamais voulu faire ça. Et il le dit littéralement, il aurait voulu ne jamais tenir un sabre. Et ce qui est vraiment bien fait, c'est que tu ressens que c'est dur pour lui de quitter ce rêve. Parce que moi je me suis littéralement surpris à lui dire à travers mon écran de pas se retourner, quand il allait faire les quelques pas qui allaient l'emmener loin de cette illusion d'avoir récupéré sa famille. Ensuite, en ce qui concerne Inosuke et son rêve... C'est parti, on va le bastonner! Avant, grand chef! Bon bah apparemment son plus grand rêve c'est d'avoir des disciples et de vivre dans une grotte. Pendant que celui de Zenitsu est bien plus noble. On s'accroche! Avoir un date avec Nezuko. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Ouais! En tout cas c'est vraiment bien fait que ça soit ces trois là qu'on voit en premier, parce que ça te met dans l'ambiance et tu comprends tout de suite le pouvoir. Puis là, on arrive au rêve de Rengoku, et tu te dis, c'est intéressant, de quoi peut bien vouloir un pilier? Qu'est-ce qu'il désire le plus inconsciemment? Eh bien, dans son rêve, son père qui est important pour lui, est comme dans la vraie vie, un alcoolique abusif. Ok, déjà là je me dis que c'est bizarre, c'est pas censé être son plus beau rêve que le démon lui montre? Et c'est que le début, parce que son rêve commence, et tu vois Rengoku en train de raconter à son père qu'il a réussi à devenir un pilier, l'apogée de l'humanité grosso modo. Et vraiment personnellement quand j'ai vu cette scène ça m'a un peu ému. Parce que tu vois Rengoku avec la musique, t'entends pas ses paroles, hein, juste tu vois qu'il est là, souriant, en train de raconter à son père qu'il a réussi, et d'un coup, la musique se coupe. Et qu'est-ce que ça va changer tout ça? J'avoue que ça m'a fait de la peine, et même un petit peu mal pour lui. Mais bon, ça peut pas être pire, n'est-ce pas? Ah si, même dans son plus beau rêve, sa mère est morte. Là j'ai compris que c'était fort. Parce que tu te dis que son plus beau rêve, la situation qu'il rêve d'atteindre,
c'est la situation dans laquelle il est déjà. Et en fait, c'est une telle preuve de gratitude que tu comprends pourquoi il savoure chaque repas comme si c'était le dernier. Au fond, il est tellement reconnaissant pour la vie qu'il a, que même dans son plus beau rêve, il ne changerait littéralement rien. Ni le comportement de son père, ni la mort de sa mère. Évidemment, Rengoku reste un humain, donc l'idée de se plaindre lui traverse l'esprit, mais tout de suite il y coupe court, et il revient à l'essentiel, le plus important pour lui, son petit frère. Son plus grand rêve pour lui, c'est de pouvoir être là pour son petit frère, de devenir une inspiration, et de l'encourager, peu importe la voie qu'il décide de suivre. Et le discours qu'il fait à son petit frère va pas mal ressembler à celui qu'il va faire à Tanjiro à la fin de l'arc. Et je pense que c'est pas un hasard si en VO, Tanjiro et ses copains l'appellent grand frère. On sent qu'à la fin, eux aussi ils sont très fortement inspirés par Rengoku. Ce qui est bien fait ici, c'est que son rêve, d'être une inspiration pour son petit frère, est totalement aligné avec son objectif. Une mission sans fin pour laquelle il aura consacré jusqu'à la dernière seconde de son existence. Avec du recul, tout au long du film, tout au long de l'arc, tu vois que chacune de ses actions a été fidèle à cet objectif, comme une sorte de code de l'honneur. Quand Tanjiro et les autres veulent être ses disciples, il accepte sans hésiter comme si c'était anodin. À la fin du premier combat, il commencera déjà à agir comme un mentor. C'est aussi dans la poursuite de cette mission que dans son rêve, même quand il commence à repenser à la déchéance de son père, directement son focus revient sur son petit frère, il s'inquiète pour lui. C'est aussi pour ça que dans cet arc, il s'est concentré sur la protection des wagons. Et c'est pour ça que même durant son combat final, même durant ses derniers souffles de vie, il a continué à s'inquiéter pour les autres comme il l'a toujours fait. Souvent on dit que Tanjiro est trop gentil, alors que quelque part il est là pour se venger. Alors que Rengoku, lui, va vraiment montrer son côté pur. Il n'est pas là par haine, il n'est pas là pour se venger, il est juste là pour protéger les autres, et plus particulièrement les plus faibles. C'est ça son objectif, c'est ça sa mission, et c'est même ça son devoir en tant que fort. Mais qui est-ce qui a instauré cette façon de penser en lui? Qui est-ce qui a créé ce fil rouge qu'il suivra tout au long de sa vie? Eh bien, c'est tout simplement sa mère. Et c'est pas un hasard si c'est elle qu'il voit alors qu'il est aux portes de la mort. Et c'est pas un hasard non plus s'il parle précisément de ça avec elle, avant de fermer les yeux pour toujours et de partir en paix. Et vraiment, cette scène, elle m'a touché. Parce que pour rappel, Rengoku n'a que 20 ans, et se dire que la seule fois où on le voit émettre un doute, c'est pour savoir s'il a rendu fier sa mère, pour savoir s'il a réussi à respecter sa volonté jusqu'à la dernière seconde. Et ce qui est beau et ce qui est vraiment bien fait avec toute la construction de ce personnage, c'est que son rêve d'inspirer son petit frère et son objectif, sa mission d'aider les plus faibles, tous les deux vont être accomplis à la suite de sa défaite. Et en plus de ça, cette défaite va montrer la plus grande qualité de Rengoku, le fait qu'il soit humain. Et en vrai, c'est même un peu drôle et un peu vicieux que Akaza, qui soit littéralement tombé sous le charme de Rengoku, va tout faire pour le transformer en démon. Pour en revenir à cette qualité, pour en revenir au fait qu'il est humain, ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il n'est pas parfait. Parfois il ne sait pas, parfois il se trompe, et parfois il perd. Mais jamais, jamais au cours de sa vie, il n'a trahi ses valeurs. Et ça même quand Akaza le malmène pendant tout le combat, lui montrant que même s'il est à 110%, il va quand même échouer, tous ses efforts sont vains. Et ça même quand Akaza lui transperce les poumons, l'empêchant littéralement d'utiliser le souffle, et que tout ce qui lui reste c'est la force de sa volonté. Et pourtant, à la conclusion de ce combat, avec sa mort, Rengoku va montrer qu'il va réussir en tant que frère, en tant que fils, en tant que mentor, en tant que pilier, et même en dépassant l'histoire en tant que personnage. Tout d'abord en tant que frère, parce qu'avec sa mort, il va finir par influencer son petit frère, qui finira par suivre sa propre voie, ce qui était à la base le plus grand rêve de Rengoku. En tant que fils, parce que non seulement il a respecté la volonté de sa mère, jusqu'à susciter son admiration, mais aussi parce que sa mort finira par changer le comportement de son père. En tant que pilier, parce que tout d'abord il a réussi sa mission de garder tout le monde en vie, mais aussi parce qu'il finira par influencer les autres piliers, plus particulièrement Tengen, qui finira par accomplir ce qui n'avait jamais été accompli jusque-là. Mais aussi en tant que mentor, parce que Tanjiro et les autres ne seront plus jamais les mêmes après ces événements. Tanjiro particulièrement finira par même récupérer la garde et continuer à perpétuer sa volonté, comme s'il était inspiré par son grand frère. Et enfin, en tant que personnage, parce qu'il n'y avait pas meilleur moyen de montrer un pilier que de montrer quelqu'un de pur et de prêt à dédier sa vie à sa mission. Mais aussi d'introduire les lunes supérieures qui maintenant paraissent être une menace insurmontable pour la suite de l'histoire. Mais surtout, d'avoir été un personnage dont on se souviendra, qui est inspirant, et par-dessus tout, qu'on aime tout simplement.